À votre avis, quelle est la motivation des services sociaux pour retirer des enfants? Alors là, c'est un système qui tourne à plein régime maintenant. Donc on peut s'interroger sur les motivations premières. Je veux croire que le législateur, quand il a développé cette notion-là, ce système-là, retirer des enfants qui peuvent être maltraités. Parce qu'il faut comprendre qu'au début, c'était la notion de maltraitance. La notion de maltraitance, elle est objective, factuelle. Un enfant battu, privé de soins, mal nourri, il est maltraité. Ça peut même d'ailleurs faire l'objet d'une incrimination pénale et d'une condamnation. Mais quand on a remplacé ça par la notion de danger, on a ouvert la boîte de Pandore. Et en fait, je crois que c'est un monsieur qui le décrit très bien, qui s'appelait monsieur Morillon, qui a présidé une association de défense des droits de l'enfant. Il parle de l'enfant comme une marchandise. Ça fait fonctionner à plein régime un système. C'est une manne financière considérable pour les conseils généraux. Et je pense en fait que cet argent-là, c'est devenu une variable d'ajustement pour le budget des conseils généraux. Donc ça doit tourner à plein régime. Vous le savez, un enfant placé, c'est 7 500 € par mois. S'il est handicapé, c'est 21 000 € par mois. Bien évidemment, l'intégralité de cette somme ne va pas dans la prise en charge de l'enfant. Même si ça finance des structures privées, des foyers, etc., c'est alloué à d'autres fins. C'est une variable d'ajustement. Et quelles seraient, d'après vous, les autres fins qu'elles sont allouées? Est-ce que c'est ceux qui motivent justement les politiques à ne point agir pour mettre en évidence la chose, mettre la transparence en évidence justement? La question elle est pertinente. On élit nos conseillers régionaux généraux. Je n'ai pas entendu, alors bien évidemment, je n'ai pas entendu chacune des professions de foi, mais je n'ai entendu, ceux que j'ai entendus, aucun d'entre eux n'a parlé de la nécessité de réformer l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, est-ce qu'ils vont se priver d'une manne financière? Non. Ils vont faire partie de ceux qui depuis des décennies font fonctionner ce système à plein régime parce que ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Et la justice en soi, qu'est-ce que vous pensez d'elle? La justice, malheureusement, aussi longtemps qu'elle continuera de se baser sur les rapports des services sociaux qui sont, rappelons-le, juges et partis. Ce sont eux qui décident de placer l'enfant et ce sont eux qui décident de l'intérêt de la mesure de placement. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, il disait au sujet d'une adolescente, Kimberley, qu'elle s'épanouissait là où elle était, sauf que quelques semaines après, cette adolescente de 15 ans s'est suicidée parce qu'on l'empêchait de rentrer chez elle. Et la justice, donc, elle base ses décisions, elle a fait de la parole des services sociaux une parole d'évangile. Et la parole des parents ne vaut rien. Donc aussi longtemps qu'il y aura ce décalage et que la justice ne donnera pas la même valeur à la parole de l'ASE, à la parole des familles, il y aura des injustices. Mais, à mon sens, la justice applique effectivement la parole de l'ASE, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence. Comme l'a dit le grand magistrat Domergue, pour qu'une justice soit juste, il faudrait qu'elle bénéficie d'enregistrements audio de chaque séance, chaque audition. Et donc, chaque séance ou audition au tribunal n'est pas enregistrée, donc il n'y a pas de transparence, ce qui fait qu'il y a une opacité totale et qu'en aucun cas, on ne connaît les tenants et les aboutissants. L'individu lambda ou le citoyen lambda ne sait pas que les deniers publics sont dilapidés par milliards dans des décisions qui sont normalement inacceptables pour le commun des mortels. Exactement, cette opacité, elle est voulue. Il faut quand même savoir aussi que les parents n'ont pas le droit d'accéder aux dossiers. Et très souvent, les services sociaux produisent des pièces dont les parents n'ont même pas eu connaissance avant l'audience. Donc il y a vraiment une violation, une rupture de l'égalité des droits. Les droits de la défense sont bafoués. Des criminels ont accès à leur dossier. Des parents dont les enfants sont placés n'ont pas accès à leur dossier. L'avocat commet une faute s'il remet des pièces du dossier aux parents. Ça bafoue les droits de la défense. Oui, et comme je le disais régulièrement, comment se fait-il qu'un criminel qui est condamné à perpétuité a non seulement accès à son dossier, mais en plus peut voir ses enfants, peut voir sa compagne dans des parloirs intimes, peut voir ses cousins, ses cousines, ses parents, ses grands-parents, ses copains et ses copines, alors qu'un enfant qui est prisonnier des services sociaux, lui, n'a aucun droit. C'est vrai, c'est une question parfaitement pertinente.
Donc vous abondez dans le sens qu'en fait ce sont bien les enfants qui sont privés de liberté et pas les parents. Car si les parents étaient fautifs, à mon sens, on devrait incarcérer le parent, on va dire, défaillant, le parent défaillant. Ce serait lui qui doit être incarcéré et non pas l'enfant. Ou les parents défaillants s'ils sont justement coupables de quelque exaction que ce soit, comme on a voulu incriminer une dénommée Lola Montenaggi par rapport à la restitution de son enfant. Oui, bien évidemment, c'est une violence, mais je le dis systématiquement, c'est une violence considérable pour les parents, mais c'est une violence considérable pour les enfants. C'est un cataclysme pour eux. On rappelait que les frères Kouachi, Mohamed Merah, Koulibaly, tous ces gens-là sont des anciennes laseux. Quand vous retirez des enfants abusivement, et on rappelle les chiffres, Pierre Naves, la moitié au moins des placements est abusif. C'était en 2005-2006. Hein. Voilà. À l'époque, il n'y avait que 136 000 enfants placés. Et donc, il considérait à minima 68 000 enfants n'auraient pas dû être placés. Exactement. Mais quand vous retirez des enfants de familles aimantes et que vous les placez dans des foyers où là, ils vont connaître la violence, ces enfants, ils ne vont pas être capables de donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont reçu de la violence, ils vont donner de la violence. Boris Cyrulnik abonde dans votre sens, parce que j'ai posté une vidéo de Boris Cyrulnik qui dit bien qu'un enfant qui a été privé d'affection, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il a un comportement violent. Il ne comprend pas si quelqu'un vient lui parler, il s'en offusque. Si quelqu'un le regarde, il s'en offusque. Bien évidemment. Voilà, et il estime qu'un enfant entre 20 et 30 mois apprend l'essentiel du langage, et lorsqu'il est justement placé, il ne peut pas parce qu'il n'a pas bénéficié de l'affection à laquelle il avait droit. Il y a beaucoup de violence dans les foyers, violence physique, les viols. Noad, son pensionnaire de chambre, est un enfant qui a été mis en cause pour violence sexuelle. Dans son foyer, il y a des plaintes pour viol. Donc on l'a retiré à une maman aimante, on l'a retiré avec la présence de son frère et on l'a mis dans une structure où il y a des plaintes pour viol. Est-ce que vous avez réussi à faire des examens médicaux pour chacun des enfants de Karine, que ce soit corporel ou bien sanguin ou bien psychologique? Est-ce que vous avez réussi à leur faire en votre présence ou en présence de Karine? Alors ça, c'est très intéressant. Noé, il avait un suivi psychologique, mais comme le papa s'y opposait, il n'a plus de suivi psychologique. C'était un peu sa bouée de sauvetage. Une dame qu'il aimait beaucoup, une psychothérapeute. Et s'agissant des soins médicaux, on a vu donc que l'enfant était fatigué. Donc lors d'une visite libre, on a dit à Noah, parce qu'il se plaignait de ne pas grandir et d'être fatigué, on lui a dit Noah, si tu veux, on peut te faire un bilan sanguin. Moi je voyais bien que l'enfant était carencé. On a fait le bilan sanguin qui a objectivé des carences. Pendant 2 mois, j'ai alerté mon confrère qui était supposé être son médecin traitant pour lui dire il faut corriger. L'enfant avait un taux de fer effondré, de vitamine D effondré, de zinc, de vitamine C, etc. Et comme il n'agissait pas, moi j'ai fait la prescription. Bien, la magistrate est allée reprocher à la maman d'avoir fait faire le bilan sanguin et à moi d'avoir fait une prescription. Plutôt que de nous remercier d'avoir pris soin de l'enfant et d'avoir pallié l'incurie des services sociaux, la magistrate a saisi ce motif-là pour harceler encore la maman. Il est évident que là, on va d'aberration en aberration. En fait, vous voulez prendre soin d'un enfant, le protéger, on vous reproche cela, et on le maintient dans un carcan où il ne fait qui dirait... il se dégrade sur tous les plans. Se dégrader, voilà. Scolaire, psychique, sanitaire, santé. Il se dégrade sur tous les plans, Noah. Malheureusement. Eh bien, force et courage à vous, Jean-Philippe, et ainsi qu'à Karine, à laquelle on pense très très fort. Et on espère qu'elle réussira à récupérer quelque peu, pour peu qu'elle mette en sursis sa grève de la faim. Je le souhaite avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.